Timothée Rebourg, bonjour. Bonjour Quentin. La dernière fois que vous avez changé votre mot de passe, Gmail par exemple, c'était quand? Alors c'est il y a plusieurs années, Plusieurs années. précisément le 4 août 2015. 4 août 2015. Là, vous venez de vérifier en même temps. Je viens de vérifier en live. Donc la théorie du changer de mot de passe très souvent, vous serez mieux protégé, c'est pas forcément vrai. Non, pour moi, c'est pas forcément la bonne pratique. Je préconise plutôt d'utiliser un mot de passe unique par application, qui est très compliqué, non pas un mot de passe, mais une phrase de passe, et éventuellement de gérer tout ça dans un gestionnaire de mots de passe, comme il y en a des gratuits en ligne. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Timothée Rebourg qui est cofondateur de la start-up française Sealed, une solution de chiffrement et donc de protection des données en ligne. Alors dès qu'on parle de technologie, Timothée Rebourg, d'outils en ligne et de digital de manière générale, c'est très dur d'imager, de rendre concret avec des mots, des images. Est-ce que vous allez y parvenir pour nous dire ce qu'est exactement Sealed? Alors, la meilleure image que je puisse donner de Sealed, donc on est effectivement donc un éditeur logiciel concentré sur la protection des données par du chiffrement. Donc ça, c'est très obscur. Si je peux résumer, toutes les données qu'on a en ligne, c'est un petit peu comme des cartes postales, et nous, on fournit aux entreprises une enveloppe qui n'est ouvrable que par le destinataire. C'est assez bien résumé. En 4 ans, Timothée Rebourg, comment est-ce que vous avez fait évoluer votre offre, vos services? Comment est-ce que vous avez perfectionné ce principe simple de protection des données? Alors, déjà, on est parti du constat, effectivement, il y a 4 ans et demi, même un petit peu plus, on a créé il y a 4 ans et demi, mais l'équipe a été créée il y a 5 ans. On est parti du constat que les technologies existent, c'est-à-dire que les mathématiciens et les développeurs ont fait un très bon travail, les outils sont techniquement disponibles, mais pas utilisés. C'est-à-dire que 3% des données qui sont manipulées par les entreprises, en moyenne, sont chiffrées. Et donc, ça laisse 97% des données des entreprises complètement attaquables par des personnes malveillantes. On reparlera de ce qu'est justement une donnée attaquable. Est-ce que la protection des données, si je lis à travers les lignes de ce que vous m'expliquez, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé par les entreprises? Ils estiment que c'est moins important que d'autres, même aujourd'hui en 2020? Alors, en fait, oui. Si je peux répondre en un mot, c'est oui. Mais il y a quand même une petite nuance. Effectivement, la cybersécurité dans son ensemble est perçue comme quelque chose de plus en plus critique. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul décideur en entreprise, une seule personne au comité exécutif qui va dire non, la cybersécurité est un non-sujet. À part peut-être chez des agriculteurs et encore, les champs deviennent de plus en plus autonomes. Mais la façon dont c'est traité reste traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir créer ce qu'on appelle des périmètres autour des entreprises. On imagine la cybersécurité comme une grande muraille de Chine qu'on installe autour de l'entreprise. Hmm. Et c'est une image qui est en fait assez mauvaise parce que la taille des applications utilisées par les entreprises devient de plus en plus colossale et ça devient totalement non maîtrisable. Et donc avoir une compétence cybersécurité centralisée dans un pôle, dans une entreprise, une équipe cybersécurité et dire c'est eux qui protègent toute mon entreprise, bah, c'est fallacieux. Et en Hmm. fait, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus compris. On voit cette année plusieurs entreprises qui ont sauté le pas vers un autre paradigme qu'on va plus appeler du zéro trust ou ne faire confiance à personne ni à rien. Et ça consiste en fait à dire, OK, on n'a plus de périmètre. Si on n'a plus de périmètre, on protège les données. Hmm. Et donc, on incorpore la sécurité à chaque étape de création de valeur d'une entreprise et plus en déléguant ça à une équipe sécurité. Timothée Rebourg, vous venez d'évoquer une image, un cliché, là, celui de la muraille de Chine. Moi, j'ai une autre image à vous demander de commenter. C'est ce cliché justement du pirate du web avec un sweat à capuche, un peu comme le vôtre d'ailleurs. Vous n'êtes pas un pirate, hein, vous me le confirmez, Timothée Rebourg. Mais est-ce que c'est vrai, un pirate dans la vraie vie, dans notre vraie vie, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il porte un sweat à capuche et est-ce qu'il met sa capuche et qu'il est dans une pièce sombre là en train de trafiquer sur son laptop? Alors, cette image était probablement vraie il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est dire qu'un pirate ressemble à ça, c'est comme réduire un criminel à un voleur à l'arraché dans la rue.
La plupart des criminels sont des criminels organisés. La plupart des cybercriminels sont des cybercriminels organisés. Et ils ne le font la plupart du temps pas de France, mais de pays sous d'autres juridictions. Donc, c'est là où ça rend la tâche des policiers plus compliquée. Donc en fait, le piratage, ça n'a rien d'artisanal. C'est des entreprises en fait derrière tout ça. Alors, des entreprises, pas au sens légal du terme, mais des entreprises au sens humain, oui, c'est des vraies industries. Il y a une industrie, il y a même des ransomware as a service maintenant. Ah ouais. Et il y a des boîtes d'intelligence stratégique ou d'intelligence économique qui peuvent exister et dont une des activités, pas forcément assumée par certaines, est de faire ça. Ouais, ouais. Les attaques, Timothée Rebourg, les pirates, elles viennent de quel pays, justement, la plupart du temps, si on prend l'ensemble des tentatives de piratage et des attaques informatiques? Alors, c'est extrêmement large. Il y en a qui viennent de Chine, de Corée du Nord, de Russie, des États-Unis, d'Israël. Il y en a aussi qui viennent d'Europe, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Asie du Sud-Est. À ma connaissance, c'est principalement ça. Mais en soi, il y a un grand problème en cybersécurité, c'est le problème de l'asymétrie de l'attribution, Mhm. qui est que, en fait, on peut facilement savoir qu'on se fait attaquer, mais pas facilement par qui. C'est Cédric O qui en faisait une démonstration à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je ne sais plus, il y a une semaine. Il disait, bah voilà, j'appuie sur ce bouton-là et dans 2 secondes, c'est comme si j'étais en Allemagne, sauf qu'il était dans le Sénat au moment où il a fait cette démonstration-là. Les VPN et Internet permettent d'anonymiser complètement la position des Ouais. attaquants. Et les 97% de données qui sont attaquables, vous disiez tout à l'heure, c'est quoi ces données attaquables la plupart du Alors, temps? Une attaque, ça se passe où? Ça se passe sur quels outils? Qu'est-ce qu'on cherche à attaquer? un attaquant est très pragmatique, c'est quelqu'un qui veut faire mal parce qu'il veut embêter l'entreprise là où ça lui coûte. Donc, il va toujours attaquer le maillon le plus faible, le maillon le plus stratégique. Si c'est une usine, il va attaquer les outils de production. Si c'est une entreprise qui a comme métier de stocker des données sensibles, ce sont ces données sensibles. Euh, Quel est le vecteur d'attaque finalement? C'est toujours l'endroit le moins protégé et souvent ça va passer par des vecteurs humains combinés avec des faiblesses dans des outils et souvent une architecture qui permet rentrer par une toute petite porte permet d'accéder à tout. Hmm. Est-ce que vous pouvez nous garantir, Timothée Rebours, que SILD, votre solution, est fiable à 100% et que vous épargnez absolument tout le monde dès lors qu'on a accès à votre service? Alors, ce serait fallacieux de dire qu'on garantit à 100% la fiabilité de nos solutions. Je pense que personne de sérieux en cybersécurité ou dans le monde de l'informatique n'est capable de faire cette affirmation. Ouais. En tout cas, notre modèle de sécurité est, est le plus strict qu'on peut imaginer, qu'on puisse imaginer. On n'a pas, enfin, on a fait en sorte que si nos serveurs sont compromis et les serveurs de nos clients sont compromis simultanément, les données restent protégées parce que D'accord. ce qui compte, c'est un secret, quelque chose qui est uniquement disponible sur les ordinateurs des personnes autorisées. Et elles ne le savent pas, c'est une clé privée qui est stockée sur leurs appareils. Mais pour réussir à mener une attaque contre des données protégées avec SILD, il faudrait réussir à compromettre simultanément chacun des appareils des personnes autorisées, nos serveurs et les serveurs du client. Ce qui Hmm. rend l'attaque virtuellement impossible. Et en tout cas, c'est un petit peu la même question qu'un voleur va faire quand il va regarder votre maison. Si vous avez des verrous à toutes les portes et toutes les fenêtres, il va attaquer la maison d'à côté. Ouais. Votre fiabilité est pas à 100%. Enfin, vous pouvez pas dire que votre fiabilité est à 100%. En revanche, ce que vous me dites, c'est que vous avez mis absolument toutes les cartes de votre côté pour que ce soit le plus fiable possible. Et ça, ce modèle de protection, Timothée Rebourg, il évolue comment? Il évolue tous les jours, toutes les semaines, tous les mois depuis la création de SILD. Parce que vous devez vous adapter sans cesse, j'imagine, aux nouvelles techniques d'attaque, à des nouvelles technologies qui utilisent des pirates, etc. Alors, on a en fait, alors oui, évidemment, les techniques des attaquants évoluent sans cesse. Maintenant, en fait, on n'essaye pas forcément de contrecarrer les attaques de pirates. C'est pas ça notre philosophie. Nous, on a une philosophie un petit peu inverse. On part du principe que de toute façon, une fuite va arriver, que des attaquants vont mettre la main sur les données. Et partant de là, on met toutes les mesures en œuvre avec du chiffrement pour qu'ils ne puissent pas lire ce qu'ils ont volé.
D'accord, ok. Donc voler, mais vous ne pourrez pas lire ces Ça documents. la philosophie. Donc finalement, nous, notre philosophie, c'est d'aller accompagner les entreprises pour mettre cette couche de protection à toutes les étapes où il y a des données. Ah, d'accord, ouais. Donc SILD a vu le jour, Timothée Rebourg, et c'est ma dernière question, aux États-Unis, dans le cadre d'un échange entre Berkeley et l'École Polytechnique, où vous avez étudié. Vous êtes 4 cofondateurs. 4, c'est pas un petit peu beaucoup, Timothée Rebourg? Vous avez quel sujet de discorde depuis 4 ans en quoi est-ce que vous êtes complémentaires? En quoi est-ce que vous... quelle est votre force? Parce que 4 cofondateurs, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Alors, je sais plus qui disait ça. Pour être en démocratie, il faut être en nombre impair et à 3, c'est déjà trop. Mais en pratique, chez nous, ça se passe très bien. On a en fait assez peu de sujets de discorde. On a rarement un 2 contre 2 et quand c'est le cas, on résout ça par discussion très rapidement. Hmm. On a des sujets d'expertise qui sont variés. On est 3 ingénieurs, un qui est spécialisé sur le produit et l'expérience utilisateur. Ouais. Parmi les ingénieurs, on en a un qui est pen tester, donc c'est quelqu'un qui a passé 7 ans de sa vie à attaquer des entreprises, mais en ayant un mandat de ces entreprises pour leur fournir la liste des failles qu'ils ont, donc un espèce de hacker professionnel, je ne sais pas comment le Un dire hacker autrement. officiel qui C'est agit pour le ça, bien, en gros. C'est... c'est ça, un white hat. Donc il a fait ça pendant 7 ans. Et en fait, le mélange de ces compétences qu'on a chacun, où il y en a qui vont être donc des compétences plus pratiques en cybersécurité, donc celle de Dan qui a fait du pentest, celle de mon associé Mehdi et moi qui avons tous les deux fait l'école polytechnique, mais on a des savoirs et compétences complémentaires, et celle de Maxime qui lui est vraiment orienté produit, permettent de construire à la fin un produit qui ne va pas trop vite en termes de cybersécurité, c'est-à-dire que faire des choix trop rapidement, ça peut aboutir à faire des mauvais choix. Donc on prend des choix stratégiques, des choix d'architecture ensemble, mais ça permet aussi d'éviter que ce soit des choix d'ingénieurs Hmm. et qu'on aboutisse à la fin à quelque chose qui est inextricable. Ouais. Donc SILD est conçu par des polytechniciens et des ingénieurs, mais ça reste compréhensible C'est le et, but. c'est quand même l'essentiel. Merci infiniment, Timothée Rebourg, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous également.